Salut à tous, c'est Laurent de Oldhammer French Hobby. Une grosse vidéo aujourd'hui pour vous parler de la V3 de Warhammer. En fait, c'est une édition de Warhammer qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, je voulais vous présenter cette vidéo pour faire un feuilletage donc, du livre de règles. Et donc, on va se donner rendez-vous tout de suite à l'atelier. Allez, à tout de suite à l'atelier. Et donc, nous voilà à l'atelier avec ce livre de règles de la V3. Alors, le livre de règles de la V3, il a été écrit par Rick Presley, Richard Halliwell et Brian Ansell. Et sur les trois, malheureusement, il n'y a plus que Rick Presley de vivant. Richard Halliwell nous a quittés en 2021 et Brian Ansell en 2023. Voilà, donc du coup, il n'y a plus que Rick Presley parmi ce trio magique qui nous a permis de voir de belles heures de jeu. Donc ça, ce sont des petits gabarits que je me suis photocopiés moi. Des petites listes d'armées, des petites aides de jeu qui sont très utiles, que je me suis photocopié. Armor Fantasy Battle. Tas des matières où on voit une introduction ici, le jeu de base, donc le jeu de base qui fait environ une cinquantaine de pages, on va dire. On a après des règles avancées, notamment pour ce qui est du calcul des coups en points, les différentes armes, les personnages, les troupes spéciales, les bannières, le bagage, les chars, les machines de guerre, les troupes volantes, les formations spéciales, les bâtiments, les incendies. Ensuite, on a la magie. Donc, on retrouve la magie qui est à nouveau présente aujourd'hui à The Old World. On a la magie de bataille, la magie démoniaque, la magie élémentaire, la magie d'illusion, la magie nécromantique. Différents types d'objets magiques aussi. Un petit brin d'historique, hein, ça fait pas de mal. En fait, l'historique n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ce qui n'était pas une si mauvaise chose parce que ça pouvait davantage laisser libre cours à l'imagination des joueurs. Tout un bestiaire avec toutes les créatures du jeu. Et enfin, un petit scénario d'introduction écrit par Richard Halliwell à l'époque, où on voit des elfes se faire prendre en embuscade par une armée d'orques et de gobelins. C'est pas ce qu'on peut appeler un scénario très équilibré. Mais voilà. Ça suffit pour un scénario d'introduction. Warhammer Fantasy Battle, première partie. Introduction. Donc, collectionner et peindre votre force. La mise en place du jeu. Ici, on a une petite histoire. Début de bataille. Collecting and painting your force. Donc collectionner, donc là on voit
comment jouer à Warhammer, comment différents exemples de tables possibles. Donc là on voit ici Eric Presley en train de choisir un blister dans son magasin préféré et l'acheter au vendeur. Donc là clairement on voit que Eric Presley pose pour la postérité, parce que jamais personne dans la vie ne tient son blister à la verticale comme ça. Différents types de socles possibles. Encore une photo en noir et blanc. Cette fois ce sont des orques contre des humains, me semble-t-il. Préparer les figurines en métal, préparer les figurines en plastique. Donc il y avait tout un processus de nettoyage, surtout pour les figurines en métal, parce qu'on voyait beaucoup plus les lignes de moulage qu'aujourd'hui. Donc il fallait bien nettoyer les figurines, enlever toutes les petites erreurs de moulage. Un orc étape par étape et une unité d'orc terminée. Ici on voit une spectaculaire table de jeu. Ici une armée de gobelins, de Mother Crushers. Là ici toute la charte des couleurs, avec la couleur qu'on veut obtenir, là avec les couleurs de base, les ombrages et les éclaircissements pour pouvoir obtenir la couleur qu'on veut. Une grosse armée de gobelins qui avance. Ici on voit un personnage récurrent de l'époque, en fait, des années 80-90 chez Games Workshop. Il s'agit de Trud le Barbare. C'était une bande dessinée en fait qui paraissait périodiquement dans les White Dwarfs de l'époque. La forteresse en polystyrène à l'époque. Ici on voit deux unités, une unité d'orc et une unité de Skaven. Une unité d'orc, quelques personnages elfes, des personnages humains, une unité d'elfes sylvains et une unité de nains. Comment construire une table de jeu avec des planches, des petits assauts dessous pour pouvoir solidifier la planche. Il y avait vraiment aussi même des petits conseils de bricolage pour pouvoir fabriquer votre table. Quelques unités morts-vivants, des squelettes, surtout la fameuse catapulte squelette qui est restée pendant des années au catalogue Games Workshop jusqu'au milieu des années 90, même peut-être même début 2000 il me semble. Une colline en polystyrène, comment fabriquer ses décors, les différents types de terrains, comment fabriquer une maison en carton, avec des petits conseils pour solidifier votre maison en carton. Et ici on arrive aux règles de base. On va peut-être passer un petit peu plus de temps dessus pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des règles. Basic Game, voilà, première chose, le MJ, le Game Master, à qui il incombe de créer le scénario, de faire les listes d'armées, afin d'essayer de faire un scénario plus ou moins équilibré.
Competitive Friendly Games. À l'époque, déjà, on parlait de jeux compétitifs et de jeux amical, on va dire. Aujourd'hui, on parle de jeux compétitifs, de jeux narratifs, les différents dés qu'il faut. Donc clairement un set 2D de jeux de rôle, hein, ça suffira. Et puis un paquet de D6 quand même, une bonne vingtaine. Le profil des unités. Alors ça, les joueurs de The Old World peuvent éventuellement être habitués à ce genre de profil. On retrouve le mouvement, la CC, la CT, la force, l'endurance, les points de vie, l'initiative, les attaques et le commandement, qui à l'époque était divisé en 4 sous-caractéristiques mentales. Donc il s'agissait du commandement, de l'intelligence, le calme et la volonté. La séquence de tours avec mouvement, tir, corps à corps, réserve, magie et ralliement. La phase de réserve, c'était quelque chose qui a disparu à partir de la V4. À partir de la V4, la phase de réserve a été remplacée par la capacité de pouvoir faire des marches forcées. En V3, on ne pouvait pas faire de marche forcée. À la place, il y avait 2 phases de mouvement possibles. Donc si on était suffisamment éloigné des troupes adverses, on pouvait faire un premier mouvement pendant la phase de mouvement et un deuxième pendant la phase de réserve. Et ça a été remplacé après, à partir de la V4, par donc la marche forcée. Le mouvement, avec différents exemples de valeurs de mouvement. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à The Old World. Les armures, avec tous les différents sauvegardes d'armure et la réduction de mouvement équivalente. En fait, en V3, il y avait l'encombrement qui est rentré en ligne de compte. Et c'était pas plus mal, c'était un peu plus réaliste, en fait, je pense. Parce que plus une armure est lourde, plus on a du mal à bouger. Et donc, du coup, automatiquement, ça fait réfléchir à 2 fois avant de mettre une armure à des troupes qu'on voudrait voir un peu plus rapides, par exemple. Donc là, on voit par exemple une armure lourde, toute seule. Ça donne une sauvegarde de 5, ok, mais par contre, il y a une réduction de mouvement d'1 demi-pouce. Pareil pour la cavalerie. Donc là, la cavalerie, on voit que la valeur de mouvement est même différente selon si la monture a un caparaçon ou pas. Les effets du terrain, avec les terrains difficiles qui divisent le mouvement par 2, et même les terrains très difficiles qui divisent le mouvement par 4. Les obstacles linéaires comme les haies et les murs, qui divisent le mouvement par 2, mais seulement sur la longueur de l'obstacle. L'organisation des unités, donc ça on ne peut pas le faire, mais par contre on doit obligatoirement avoir une unité régimentaire, à moins d'avoir la règle spéciale tirailleur. Des petites fiches d'unité pour pouvoir avoir sous la main toutes les petites règles spéciales qu'il y avait. Les chefs, c'est un concept intéressant à l'époque. Il y avait 2 choses différentes. Il y avait les chefs et les champions d'unité. C'était 2 personnages différents au sein d'une unité. Le chef donnait uniquement en fait le sens de l'unité. Donc parce qu'il se situait toujours au premier rang, et donc du coup, quand on voyait un chef au bord d'une unité, ça donnait le sens de l'unité. Alors que le champion, c'est un petit personnage qu'on rajoute à l'unité et qui peut donner des petits bonus en plus, comme du commandement en plus, ou alors un petit force de frappe supplémentaire. La formation de l'unité, en 2 rangs, en rang simple, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs.
La colonne, donc là ici, ils sont tous en file indienne, on voit. Les unités avec un nombre insuffisant pour pouvoir faire une ligne complète, donc on les mettait toujours au milieu. Les unités qui traversent à moitié un terrain. Si une partie de l'unité est dans un terrain difficile, c'est toute l'unité qui est impactée par le terrain difficile. Comment est-ce qu'on bouge une unité entière à travers un obstacle linéaire? Donc là, on le fait rang par rang, en fait. Les unités en colonne. Ici, comment faire un pivot de 90 avec une unité de cavalerie? Donc là, la unité de droite, la cavalerie de droite passe en premier et la cavalerie de gauche passe en dernier et les autres sont mis tout autour. Et après on fait le mouvement en file indienne. La proximité des unités ennemies, on ne peut pas passer à moins de 2 pouces entre deux unités ennemies, on est obligé de s'arrêter à 1 pouce. Les manœuvres, alors il y a deux types de manœuvres en V3. Il y a les manœuvres simples et les manœuvres complexes. Donc les manœuvres simples, ça peut être un changement de formation. Donc par exemple, une unité de 12 de 4 par 3 va passer en 3 par 4, par exemple. Un pivot, donc de 90 ou de 180, ou une roue. On verra plus tard comment ça se passe. Et les manœuvres complexes, donc le mouvement en arrière, la roue arrière, et la roue à partir du centre. On ne peut faire qu'une seule manœuvre durant sa phase de mouvement et ou pendant sa phase de réserve. Donc ça fait un maximum de 2 manœuvres par tour. Changement de formation ici. Comment pivoter. Comment faire une roue. Les manœuvres complexes, expliquer rapidement. Les mouvements en colonne. La particularité des mouvements en colonne, c'est qu'on peut faire autant de roues qu'on veut. Donc c'est assez pratique pour les unités qui veulent se déplacer rapidement entre des décors. On passe à la phase de tir avec différents exemples de portée pour les armes de tir. Le principe du tir qui n'a pas changé depuis la V3. Donc on prend le chiffre 7 auquel on retire la ACT et ça nous donne le score à atteindre pour pouvoir toucher. On ne peut tirer que dans un angle de 90 pour l'infanterie et 360 pour la cavalerie. La cavalerie pouvait tirer à 360 à l'époque. Les effets du terrain, donc là ici en principe une haie est censée bloquer la ligne de vue, mais le tireur se trouve sur une colline, donc il est censé voir sa cible par-dessus la haie, donc il peut tirer dessus. Et inversement, si tu me vois, je te vois. C'était le principe de l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Le couvert et les différents modificateurs pour toucher au tir. Donc plus 1 si on veut tirer sur une cible large, donc de plus de 3 mètres de haut. Si on veut tirer sur une petite cible, donc dans moins de 30 cm de haut, à l'échelle des figurines, hein, bien sûr. Ici, le tir en mouvement à -1. Le -1 aussi pour tirer sur une unité qui s'est déplacée rapidement. Donc si elle a
bouger de plus de 6 durant sa phase de réserve, on a un -1 pour lui tirer dessus. Le tir de contre-charge, -1. Le tir à longue portée, donc à plus de demi-portée, -1. Le tir improvisé, donc si on veut lancer des cailloux, des briques, n'importe quoi, c'est -1. Et les couverts, donc -1 couvert léger, -2 couvert lourd. Le G pour blesser, donc on a le même tableau que pour The Old World, voilà, avec l'endurance, la force et les différents jets à obtenir pour blesser la figurine adverse. La sauvegarde, qui n'a pas changé depuis la V3, c'est toujours la même. Mis à part, comme on l'a vu tout à l'heure, la réduction de mouvement. Les modificateurs de sauvegarde. Donc les modificateurs de sauvegarde à l'époque étaient beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. À l'époque, on était content d'avoir acheté un bouclier parce que ça servait à quelque chose, alors qu'aujourd'hui un petit peu moins quand même. Comment retirer des pertes? Un petit résumé. Et la phase de corps à corps. Charger. Donc les règles de charge. On ne peut pas charger si on est à plus de 22 degrés et demi centigrades de sa cible. Si on est obligé de faire une roue en fait pour pouvoir charger, on perd le bonus de rang. C'est un petit peu dommage. Il est possible de charger de côté et d'arrière. Les différentes réactions à la charge, donc ça n'a pas changé, c'est toujours pareil aujourd'hui. On peut faire un tir de contre-charge, fuir ou engager le combat. Que se passe-t-il en cas de charge ratée? Que se passe-t-il lorsqu'on est chargé alors qu'on était en train de traverser un obstacle? Les différents types d'attaques. Donc ça c'est surtout pour les monstres. Les attaques de piétinement se font à 360, les attaques de morsure se font à l'avant seulement, les attaques de pince et de griffes se font dans un angle de 180 à l'avant, et les attaques de queue dans un angle de 180 à l'arrière. La phase de combat, avec d'abord établir l'ordre de combat. Donc la figurine qui a la plus haute initiative frappe en premier. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. À savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le bonus de charge à l'initiative. Le jet pour toucher, en contact. Le jet de dommage. Le jet de sauvegarde. Retirer les pertes et les résultats. Donc là, ici, on fait le jet de corps à corps. Alors, on peut voir qu'à l'époque, à CC égal, il fallait faire un 5 et non plus un 4. Aujourd'hui, il faut faire un 4 à CC égal, alors qu'à l'époque, c'était un 5. C'était beaucoup plus compliqué de toucher. Les modificateurs à la CC. Donc, on a un +1 si on a chargé, pour les jets pour toucher. Si on a gagné le précédent combat, on a également un +1. Si on est en position surélevée, on a également un +1. On a un -1 si l'adversaire est derrière un obstacle. Et on a un -2 si on se bat à main nue. Tout monté. La jet de dommage, qui est exactement le même que pour
le tir, la sauvegarde, pareil, exactement la même pour le tir. Retirer les pertes, là aussi pareil, c'est aucun changement par rapport au tir. Et les résultats de combat. Donc là, on fait le delta entre les pertes des deux camps, auquel on rajoute des modificateurs, donc plus 1 si l'unité a chargé, plus 1 encore si l'unité a poursuivi durant le tour précédent, et plus 1 par rang supplémentaire, avec un maximum de plus 3 pour les rangs. Si on perd un combat, on est automatiquement repoussé de 2 pouces en arrière. Quel que soit le résultat de combat, il n'y avait pas de jet de morale à l'époque lorsqu'on perdait un combat, à moins de subir 25% de perte. Si on a subi 25% de perte, là on commence à tester le moral. Donc la poursuite. Les manœuvres durant le combat, en principe, il n'y en a pas. La déroute et le ralliement. Comment ça se passe? Donc là, le test de déroute se fait de deux manières. Lorsqu'on a perdu 25% de son effectif originel. Premier cas, c'est pour le corps à corps. Deuxième cas, c'est pour le tir. Lorsqu'on commence à fuir, l'adversaire a droit à une attaque gratuite. Et l'attaque gratuite est jouée. Donc on lance les dés pour les attaques gratuites. On ne retire pas automatiquement l'unité lorsqu'une unité poursuivie est rattrapée. Il y a une phase de combat, en fait. La panique. Les unités à 12 pas d'une unité alliée qui panique doivent faire un jet de panique. La poursuite. Le combat contre les poursuivants. Les reformations, la réserve. Alors le mouvement de réserve est soumis à des restrictions. On ne peut pas faire de réserve lorsqu'on est engagé au contact. On ne peut pas faire de réserve lorsque on est en déroute ou lorsqu'on poursuit. Non plus lorsque on est à 4 pouces d'une unité en déroute. Lorsqu'on a raté un test de manœuvre ou de manœuvre complexe, on ne peut pas avoir de mouvement de réserve. Pour avoir plus d'une manœuvre dans une phase de mouvement, que ce soit la phase de mouvement ou la phase de réserve, il fallait faire à l'époque un test de commandement. Et si ce test de commandement était raté, on n'avait pas le droit de faire la phase de réserve. Pareil, si on désirait faire une manœuvre complexe, il fallait d'abord réussir un test de commandement. La psychologie, avec les différents types de psychologie, on a la peur ici, la frénésie, la haine, la panique, la stupidité, ici des règles pour les chefs. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les chefs doivent toujours se trouver dans le premier rang de l'unité. Donc là, ici, si on fait un mouvement de 90, le chef va se déplacer au premier rang de l'unité. Et c'est la position du chef qui va déterminer dans quel sens se situe l'unité.
les défis, les étendards, les musiciens. Capturer des étendards, récupérer un étendard capturé, les musiciens. Et là on passe aux règles avancées. Avec donc ici on a par exemple des exemples de points pour les différentes créatures du monde connu. Des exemples de points pour les différentes armes du type connu. Les différents points pour les armures. Alors ici, on peut voir un multiplicateur d'équipement pour les créatures coûtant plus de 5 points. Donc là, par exemple, on peut voir que une arme à une main sur un ogre n'aura pas du tout le même impact qu'une arme à une main sur un gobelin. Et ces multiplicateurs prennent cet impact en compte. Les coûts en points des différentes montures. Ici les règles pour toutes les armes de corps à corps, donc les armes à une main, les armes improvisées, les dagues, armes à deux mains, les fléaux, les hallebardes, les filets, les pics. À l'époque, on avait droit aux pics. Les lances. Ici, les armes de corps à corps utilisées par la cavalerie. Donc encore les armes à une main, les armes improvisées, dagues, fléaux, les lances et les lances de cavalerie. Les armes de tir, avec l'arc, arc court, arc long, arbalète, arbalète à répétition, hache de lancer, javelot, fléchette, les frondes, les sarbacanes, les armes à poudre noire, donc avec arquebuse, les tromblons, les pistolets, les grenades, et ici on passe au coup en point pour les personnages. Alors les personnages étaient divisés en niveaux, donc niveau 5, niveau 10, niveau 15, niveau 20, niveau 25. En fait les niveaux correspondent à la différence de profil entre le champion et le profil de base. Donc là ici on voit par exemple que pour un niveau 5 on peut avoir un plus 1 au corps à corps, plus 1 au tir, plus 1 à la force, plus 1 à l'initiative et plus 1 à l'attaque. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 5, donc on est bien sur un niveau 5. Comment ça se passe pour jouer un personnage? Donc les terrains difficiles, les obstacles, les personnages qui se font tirer dessus à l'intérieur des unités. Un personnage peut rentrer dans une unité à tout moment pendant la partie, peut aussi en sortir. Les champions, les généraux, les subordonnés, les défis encore. Ici, les différents types de troupes spéciales. Donc ici, on a les dresseurs d'animaux, les assassins, les berserks, les bombardiers,
les troupes d'élite. Donc là, c'est exactement le même principe que pour les personnages. On a les élites plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et à chaque fois, on a deux types d'élites, l'élite de choc et l'élite de tir. L'élite de choc se spécialise au corps à corps. Et l'élite de tir, comme son nom l'indique, se spécialise au tir. Les fauconniers, les flagellants, les forestiers, les fanatiques gobelins, les bombardiers suicides kamikazes, les levés, les sapeurs, les change-formes, les encenseurs à peste Skaven, les globadiers Skaven, les tirailleurs, les scouts, les grandes bannières, le bagage. Ça, c'était une règle spéciale qui était très intéressante, le bagage, parce que ça donnait une sorte d'objectif en fait à l'armée adverse. Le bagage, c'était une sorte de décor qu'on faisait nous-mêmes, dont les dimensions sont indiquées ici et dépendent de la grosseur de l'armée. Donc plus une armée est importante, plus le bagage est important. Et en fait, ce décor pouvait représenter donc par exemple une charrette avec des civils autour ou n'importe quoi. Et ça représentait un petit peu les vivres, les munitions, tout ce genre de choses qui étaient utiles au déplacement de l'armée entre les batailles. Et donc capturer un bagage pouvait procurer des points de victoire supplémentaires à l'armée adverse. Ce qu'ils appellent les Beasts of War, ce sont les monstres liés en fait. Avec l'équipage, le contrôleur, les effets des dommages. Un monstre qui subit des dommages peut potentiellement perdre le contrôle et faire un peu n'importe quoi dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une créature meurt? C'est ce qu'on appelle le timber aujourd'hui en fait. Donc à l'époque il y avait ce petit tableau, il fallait tirer sur le tableau. Les machines de guerre. Donc là ici on voit plusieurs petites machines de guerre, on voit entre autres un char squelette, la fameuse catapulte qu'on a vue tout à l'heure, encore une catapulte ici, mais chez les nains, c'est la catapulte à gobelins des nains. Ça c'était donc la catapulte qu'on avait vue tout à l'heure, la catapulte à crâne des squelettes. Les différents types de points pour les machines de guerre, les effets des pertes au niveau des artilleurs, comment résoudre un combat contre une machine de guerre et les différentes machines de guerre, donc les règles spéciales donc pour la baliste, les catapultes, le canon, le mortier, le canon orgue, le canon à flamme, et les machines de guerre portables, donc le bazooka, le lance-flamme, le lance-feu, du warp, le skyrocket, les kamikazes, et ici les chars, donc les différents types de chariots, les règles concernant le chariot avec le mouvement, l'équipage, la charge, le combat au corps à corps. Ici on a un tableau de dommages pour les chars, les effets du terrain sur les chars.
On pouvait débarquer d'un chariot et remonter dessus. Ça pouvait être marrant de temps en temps. Accessoirement, le combat aérien avec les créatures volantes. Les différents niveaux de vol. Donc les créatures volantes pouvaient être soit au niveau du sol, soit au niveau d'attaque, ou alors au niveau plus 10, plus 20, plus 30 ou plus 40. Et ces niveaux en fait correspondent à... En fait, on rajoute à la portée de tir le chiffre indiqué au niveau. Donc là, ici, par exemple, si je suis au niveau 20, toutes les troupes de tir qui veulent me tirer dessus rajoutent plus 20 à leur portée. On pouvait lâcher des rochers quand on était à haute altitude pour pouvoir causer des dommages à l'armée adverse. S'écraser, les atterrissages étaient parfois forcés. Les formations spéciales, donc là ici on a deux types de troupes différentes dans une même unité. On a des lanciers et des archers. Donc là on explique comment ça se passe. Le carré, c'est une formation qui est très utile contre la cavalerie. Le fer de lance, qui a disparu en V4 et qui est réapparu en V5 avec les Bretonniens. Le fer de lance pour les archers. Le mur de bouclier. La tortue. Différentes règles avancées concernant le combat au corps à corps. Les combats multiples. Les fuites volontaires. Les attaques empoisonnées. Ça, c'était une fac qui était sortie dans un White Dwarf. Je m'en servais pendant un moment de marque-page. Les débordements. Par exemple, on pouvait déborder une unité lorsqu'on gagnait un combat. Les règles concernant les bâtiments, pour pouvoir se battre à l'intérieur des bâtiments notamment. Ça, c'était assez intéressant. À l'intérieur des bâtiments, voilà. Le tir depuis les bâtiments, le tir dans des bâtiments. Les dommages causés aux bâtiments, les incendies. Comment poser un décor pour ce qui est des scénarios compétitifs. Le déploiement, donc à 12 pouces de son bord de table et à 12 pouces du bord de table latéral. Les déploiements spéciaux, les forces avancées, les renforts, les points de victoire à la fin de la partie. Et là, on arrive aux règles de magie. Alors, la règle de magie, elle ressemblait beaucoup à la magie du jeu de rôle Warhammer, première édition. On voit quelques redondances parmi les sorts. Donc là, ici, les niveaux de magie. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Comme dans The Old World, c'est pareil. Sauf que à chaque niveau correspond un certain nombre de points de pouvoir. Et il va falloir piocher dans cette réserve de points de pouvoir à chaque fois qu'on va vouloir lancer un sort. Le coût en points des magiciens.
la modificateur de caractéristiques pour les magiciens 5, 10, 15, 20, 25 avec le niveau correspondant 1, 2, 3, 4 à côté. Les sorts, les différents types de sorts, combien est-ce qu'on a, à combien de sorts on a droit pour chaque niveau. Lancer un sort. Alors pour pouvoir lancer un sort, il fallait lancer 2 dés. Si le résultat était inférieur ou égal au nombre de points de pouvoir restants, le sort passait. On pouvait lancer un sort. Il n'y avait pas de fiasco ou de pouvoir total à l'époque. Les règles concernant le lancer de sort, le contrôle des morts vivants, le contrôle des démons invoqués, le contrôle des illusions. Et ici on a la liste de tous les sorts de bataille, démonique, élémentaire, illusionniste, nécromantique. Et là la description de chaque sort. Les sorts de bataille de niveau 2. On a de très belles illustrations, hein, vraiment. Les sorts de bataille de niveau 3. Et les sorts de bataille de niveau 4. Les sorts démoniaques de niveau 1, niveau 2, 3 et 4. Les sorts élémentaires, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et Selfe Sylvain Scarlock. Élémentaire niveau 4. Les sorts d'illusion de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. Et enfin, les sorts de nécromancie de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. Ici, on a un magnifique diorama avec des morts vivants en train d'attaquer une forteresse. Les différents types d'objets magiques, donc les armes magiques, les armes de tir magiques, les parchemins, les anneaux, les armures magiques, l'armure en mithril, les étendards magiques, les instruments de musique magique. Et là on passe à la partie suivante, la partie 5, concernant l'historique de Monde de Warhammer. Avec les slans ici. Une carte du monde de Warhammer avec le vieux monde ici et ici un détail du vieux monde, donc avec les Stali, la Tillée, la Bretonie, l'Empire, Norska, Ultuan, Cathay,
la Lustrie à l'époque déjà, le Nouveau Monde, les elfes, les nains, les halflings, les humains. Un petit historique du monde, mais du point de vue de chaque race en fait, pour les elfes, les nains et les impériaux. Donc une petite description du vieux monde, des royaumes nains, des elfes sylvains, des elfes des mers, qui étaient surtout des marchands en fait à l'époque, le bestiaire, avec l'alignement. On a 5 alignements en V3, donc loyal, bon, neutre, mauvais et chaotique. Les règles spéciales, l'animosité. Une animosité spéciale pour les Norse, notamment. L'instabilité pour le chaos, pour les créatures éthérées également. Les attributs du chaos avec les mutations. Donc là, on pouvait tirer des mutations au hasard en lançant un dé 100. Donc là, on a toutes les règles sur les mutations avec les résultats. Le contenu du bestiaire avec la liste de toutes les créatures du monde connu. Les hommes bêtes, centaures, coatl, nains. Les nains norse, les nains du chaos, les elfes sylvains, les hauts elfes, les elfes des mers, les elfes noirs, les Fimir, qui ont disparu en V4, à partir de la V4, pendant un très bon moment, très très long moment. Et puis récemment, ils ont refait une apparition chez Forge World. Les gnomes, qui ont complètement disparu à partir de la V4. Les gobelins. Les halflings. Les gobelins du chaos. Les demi-orques, qui eux aussi ont disparu. Les hobgoblins. Les humains. Les lycanthropes. Les cultistes du chaos, les guerriers du chaos, les sorciers du chaos, les hommes lézards, les orques, les pygmées, les skaven, les slans, les slotlings, les zoats. Et on passe aux races géantes, donc avec les géants, avec toutes les règles spéciales concernant les géants. Ils avaient plein d'attaques spéciales. Les minotaures, les ogres, les hommes arbres, les troglodytes, les trolls, les créatures ici avec les ours, les sangliers, les sang-froids, les loups géants, les dragons, magnifique dragon ici, les aigles, les chauves-souris géantes, les crapauds géants, les liches, les rats géants,
les limaces géantes, les araignées géantes, les loups géants, les loups hobgoblins, les chevaux, les mammouths, les nuées. Donc un nuée peut être de plein de types à la fois. Les destriers, qui n'ont rien à voir avec les chevaux. Les chevaux ne sont pas prévus pour le combat, alors que les destriers, oui, le sont. Les chiens de guerre. Et ici, on a les créatures du chaos, avec les chiens du chaos, les destriers du chaos, les chimères, cocatrices, gorgones, griffons, harpies, hippogriffes, hydres et jabberwock. Il me semble que chez Forge World, il y en a un aussi de jabberwock. Les manticores, les wyvernes. Et là, on passe aux créatures morts-vivants. Donc on a ici, on a les charognards, les ghouls, les liches, les momies, les squelettes, les héros squelettes, les héros morts-vivants, pardon, les chevaux squelettes, les vampires, les zombies, les créatures éthérées ensuite, avec les fantômes, les spectres, les revenants, et enfin les démons, avec les démons majeurs, les démons mineurs. Magnifique illustration ici encore. Les servants démoniaques. Les familiers. Les élémentaires. D'air. De terre, de feu et d'eau. Et ici on a donc le scénario d'introduction avec les elfes contre les orques et gobelins de Thornrand's Last Stand, le dernier carré de Thornrand. Donc ici on a un petit narratif de ce qui s'est passé avant. Petit exemple là de l'unité gobelin, la bataille, les commandements, les règles nécessaires pour pouvoir jouer le scénario, le terrain. Donc ici on peut voir que les elfes se déploient au milieu et les orques et gobelins se déploient tout autour. Ici une section avec différentes... donc là que je n'ai plus aujourd'hui malheureusement. Donc, mais à l'origine on avait une fiche de commandement pour les elfes, une fiche de commandement pour les orques, donc pour le scénario, des petits marqueurs en carton pour pouvoir jouer le scénario sans les figurines, des feuilles de référence, des feuilles d'unité et enfin plusieurs petits gabarits pour pouvoir jouer à Warhammer Battle. Et voilà notre dernière page de notre livre de règles de la V3. J'espère que ce petit feuilletage vous a plu.
C'était vraiment très intéressant de revenir un peu là-dessus. Moi, c'est une des éditions qui me plaît le plus parce qu'elle est modulable. En fait, si vous avez regardé la vidéo précédente, j'en parlais avec Michael. Je vois ce jeu un petit peu comme une boîte à outils pour un MJ, pour un maître de jeu qui va vouloir créer des scénarios, et tout est possible. Tout est possible avec la V3. On peut vraiment tout faire. Et avec les suppléments, ça va même au-delà. Donc il y a, vous le verrez peut-être plus tard, je ferai sur nous des vidéos de feuilletage concernant le siège, concernant les 2 Realms of Chaos, donc Slave to Darkness et The Lost and the Damned, et le livre d'armée aussi. Et contrairement à Warhammer 40 000, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça dans les White Dwarfs. Donc c'est une édition de Warhammer qui est restée quand même plutôt stable jusqu'à la V4. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et puis rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo de Oldhammer French Hobby. Allez, ciao les gars, à la prochaine.